Entre famille et entreprise, quels enjeux pour les pays du Sud? Donc, sans plus attendre, nous allons commencer cette session 5 qui va être présidée par le professeur Bienvenu Roland Osibi Ibarra, pour 5 communications, dont une en visio. Professeur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, très cher maître, pour la parole qui nous est accordée pour présider donc, la 5e session. Nous disons un grand merci aux organisateurs pour l'opportunité qui nous est offerte à participer à ce grand événement de santé publique. Je suis professeur Bienvenu Roland Osibi Ibarra, médecin infectiologue, chef de service des maladies infectieuses au CHU de Brazzaville. Je suis membre de la Société francophone de médecine tropicale et santé internationale et membre de ceux du Pharo. C'est à ces 2 titres que je participe avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie à ces 28e actualités du Pharo. Donc nous allons devoir assister à la conférence numéro 5. Nous aurons droit à 5 communications, dont les 2 premières auront trait aux maladies tropicales négligées, donc les envenimations, les arboviroses, et puis la problématique de l'infection à VIH. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant donc, débuter avec les thématiques qui vont être abordées. La première thématique est en lien avec l'incidence des morsures de serpents dans les communautés rurales de savane en République centrafricaine. Donc, c'est c'est monsieur Romaric Juscelin, désolé, qui va donc devoir prendre la parole pour 10 minutes de communication. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné ce temps de parole. Chers maîtres, chers collègues, nous avons l'honneur de vous présenter la synthèse de notre travail intitulé « Incidence de morceaux de serpent dans les communautés rurales de savane de Pawa et de forêt de Maïki en République centrafricaine ». En effet, les morceaux de serpent ont été classés par l'Organisation mondiale de la santé en 2017 parmi les maladies tropicales négligées. Cependant, l'ampleur de cette maladie reste sous-estimée dans les pays à faible revenu, du fait des statistiques hospitalières parcellaires, mais également du fait que les populations rurales les plus touchées n'ont pas tendance à rechercher des soins médicaux modernes. On estime à plus d'1 million de cas de morsures de serpent en Afrique subsaharienne chaque année, parmi lesquels 500 000 envenimations et 30 000 cas de décès. Le traitement efficace des envenimations ophidiennes aujourd'hui demeure l'antivénin, qui pourtant n'est pas accessible aux populations pauvres du fait de son coût qui est onéreux, en moyenne de 124 $ pour une dose d'antivénin dans ces pays de faible revenu. En République centrafricaine, plus de 65 espèces de serpents ont été identifiées, parmi lesquelles l'équis de la famille des vipéridés et Najat de la famille des élapidés. Les données du Système national d'information sanitaire demeurent incomplètes concernant les morsures de serpents. Toutefois, en 2016, 374 cas de morsures de serpents ont été enregistrés dans le seul district sanitaire de Pawa. À ce jour dans le pays, la prise en charge des morsures de serpents est l'apanage des organisations humanitaires. Aucune étude épidémiologique n'est réalisée, encore moins de stratégie de lutte et de contrôle n'est développée. Il s'avère que la meilleure connaissance de la mortalité et de morbidité liées aux morsures de serpents contribue à améliorer l'accessibilité aux antivénins et bien sûr à réduire la létalité et les séquelles. Donc notre travail consistait à décrire le profil épidémiologique des morsures de serpents dans la zone de forêt et dans la zone de savane en République centrafricaine. Pour ce faire, nous avons travaillé dans 2 districts, notamment le district sanitaire de Pawa, qui se trouve au nord-ouest de la République centrafricaine. Ce district fait la frontière avec le sud du Tchad et le nord du Cameroun. Il a une végétation de type de savane avec une pluviométrie moyenne annuelle de 900 mm
et une température moyenne de 28 degrés Celsius. Et de l'autre côté, nous avons travaillé également dans le district sanitaire de Mbaïki, qui se trouve au sud-ouest de la République centrafricaine. C'est un district qui fait la frontière effectivement avec les deux Congos, avec une végétation de type de forêt, une pluviométrie de plus de 1600 mm par an et une température moyenne de 25 degrés Celsius. Nous avons mené une étude prospective portant sur tous les cas de morsures de serpent survenus durant l'enquête. Et cette notification s'est faite dans le cadre d'une surveillance communautaire des cas de morsures de serpent par les enquêteurs formés. Et cette notification consistait au signalement et également à la notification de tout cas survenu pendant la période de l'étude par les enquêteurs communautaires qui sont originaires de ces deux zones, de ces deux districts sanitaires. Et donc, était incluse dans cette étude toute personne qui était victime de morsures de serpent, quel que soit le sexe et quel que soit l'âge, vivant ou décédé. Et donc, l'étude couvrait la période de décembre 2019 à juillet 2020. Et donc, nous avons fait un recrutement exhaustif. L'enquête visait à collecter des données sociodémographiques, des circonstances de morsures de serpent, le siège de morsures ainsi que la symptomatologie de ces morsures de serpent et bien sûr les types de recours aux soins. Comme résultat obtenu, au total, nous avons recensé 412 cas de morsures de serpent, dont 10 décès dans les deux districts sanitaires. Nous avons retrouvé que l'incidence de morsures de serpent était nettement plus élevée chez les enfants jusqu'à 14 ans, dans le district sanitaire de Pawa, qui est dans la zone de savane, comparativement au district sanitaire de Mbaïki, qui est dans la zone de forêt. Cette incidence apparaît nettement plus basse à partir de 45 ans dans cette zone de savane, comparativement à la zone de forêt. Par contre, la létalité apparaît nettement plus élevée chez les enfants et les adultes jusqu'à 44 ans dans la zone de forêt, comparativement à la zone de savane. Ces cas de morsure touchaient beaucoup plus les hommes, avec un sexe ratio de 1,5 hommes pour une femme dans le district sanitaire de Pawa de la savane. Les morsures survenaient beaucoup plus fréquemment lors des activités agricoles, notamment dans le district sanitaire de Pawa qui se trouve dans la zone de savane. Et les recours aux soins étaient beaucoup plus des soins traditionnels chez les patients qui se trouvaient dans la zone de forêt, notamment le district sanitaire de Mbaïki. Les pieds étaient beaucoup plus touchés dans les deux districts, dans les deux zones, que ce soit la zone de savane ou la zone de forêt. Toutefois, nous avons remarqué que la main et les doigts étaient beaucoup plus touchés dans la zone de savane que dans la zone de forêt. La symptomatologie dominante était l'œdème localisé aux membres qui était compatible à un syndrome vipérin. Cela était beaucoup plus observé chez les patients dans la zone de forêt que dans la zone de savane. Les raisons du choix de recours aux soins traditionnels, dans la zone de savane, le manque de moyens financiers était beaucoup plus évoqué que dans la zone de forêt, tandis que l'efficacité des soins traditionnels était beaucoup plus évoquée dans la zone de forêt que dans la zone de savane. Dans notre étude, nous avons observé que l'incidence de ces morsures de serpent était beaucoup plus élevée chez ces enfants dans la zone de savane. Ce résultat a également été obtenu par Tchofo et collaborateurs au nord du Cameroun. Notre résultat peut s'expliquer d'abord par le fait que dans cette zone de savane, cette zone est réputée abriter une espèce de serpent, notamment l'Echis romani, qui est responsable de plusieurs cas de morsures de serpent en Afrique subsaharienne, y compris dans ce district sanitaire de Pawa, dans cette zone de savane. Mais aussi, dans cette zone de savane, nous avons remarqué que les enfants étaient beaucoup plus utilisés dans les activités agricoles et également dans la recherche des moyens de subsistance, principalement
Ils recherchaient des rats palmistes dans les trous en mettant leurs mains et ils se faisaient beaucoup plus mordre. Et aussi, certains auteurs ont évoqué aussi que les enfants étaient beaucoup plus exposés aux morsures de serpent lorsqu'ils sont utilisés dans les activités agricoles parce qu'ils sont beaucoup moins prudents que les adultes. Nous avons retrouvé dans notre résultat que le taux de létalité était beaucoup plus élevé dans la zone de forêt, ce qui est inhabituel. Mais notre résultat peut s'expliquer d'abord par un biais méthodologique, puisque nous avons travaillé sur 8 mois et nous n'avons pas pu couvrir toute la période du calendrier agricole, mais aussi dans la zone de forêt que nous avons scrutée, ce résultat peut s'expliquer par le fait que beaucoup de ces cas survenaient chez les adultes qui étaient beaucoup plus actifs et qui travaillaient beaucoup plus dans les activités agricoles. Mais aussi, nous pouvons aussi expliquer ce cas parce qu'au niveau de la zone de savane, nous avons une équipe de Médecins sans frontières qui a travaillé depuis plus d'une décennie avec une très bonne organisation de prise en charge de ces cas de morsure serpent qui était totalement gratuite et avec un moyen de référence qui était aussi mis à la disposition de la population. Et donc cela faisait réduire aussi ce taux de létalité dans la zone de savane qu'on avait retrouvé que c'était beaucoup moins que dans la zone de forêt, ce qui apparaissait de façon inhabituelle. Il se trouve que ces adultes touchés, ces adultes qui étaient beaucoup plus décédés dessus de ces morsures de serpent étaient les plus contributifs de cette société. Et donc, cela peut compromettre le développement de cette zone de forêt parce qu'il est établi aujourd'hui que les morsures de serpent enfoncent davantage le pauvre dans la pauvreté du fait des coûts élevés des soins, des emprunts forcés et des pertes de revenus. Aujourd'hui, les morsures de serpent constituent un véritable problème de santé publique, mais mal documenté. Il est urgent de rendre disponible le sérum antivénémeux dans les formations sanitaires périphériques. Nous pouvons terminer cette présentation sans remercier l'OSIAC qui a financé cette étude, l'école doctorale des sciences de la santé humaine et vétérinaire qui a encadré cette étude, le GISP qui nous a conviés à cet important congrès et surtout l'ambassade de France qui a assuré le financement de notre déplacement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Romaric, d'avoir tenu dans le temps. Nous allons donc présentement inviter le deuxième communicateur, donc Monsieur Shafik Mohamed, qui va nous entretenir sur l'identification des serpents responsables des envenimations au Maroc, l'Afrique centrale, au Maghreb. Vous avez la parole pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de participer au congrès du Pharo. Alors, je suis médecin au centre antipoison, je suis toxicologue, mais je ne suis pas herpétologue, mais nous sommes intéressés par cette problématique des morsures de serpents. Alors, ma présentation est intitulée « Identification des serpents responsables des envenimations au Maroc, les données du centre antipoison entre 2008 et 2018 ». Alors, au Maroc, annuellement, nous avons 350 cas de morsures de serpents qui sont notifiés au centre antipoison. Et en moyenne, nous avons 8 décès sont notifiés au centre antipoison. Alors, parmi les 350, à peu près un tiers est pris en charge au milieu hospitalisé. Et ce sont surtout les populations d'origine rurale enclavées qui sont touchées par les morsures de serpents. Alors, nous avons au Maroc 2 familles de serpents venimeux. La famille des vipéridae, représentée par cette espèce, et la famille des élapidae, représentée par une espèce. Donc, la première espèce de vipère, c'est la Macrovipera mauritanica ou Dabuya mauritanica. Donc, c'est une espèce qui est trapue, avec les caractéristiques, avec ses bandes sinueuses au niveau de la face dorsale. Alors, il est largement répandu dans le territoire marocain. La deuxième espèce, c'est la Bitis aretens, avec la tête qui est triangulaire, avec ses bandes en U, en chevron au niveau du dos. Alors, on va la trouver au niveau de la région du littoral du Maroc. Troisième espèce, c'est la vipère à cornes, au niveau de la région désertique. Nous avons la quatrième vipère, c'est la Cerastes vipera, ou la Cerastes vipera qu'on va trouver au niveau du sud du Maroc. La cinquième espèce, c'est l'Ichis leucogaster, qu'on va trouver au niveau du sud-ouest du Maroc, au niveau du sud du Maroc. Et 2 espèces, l'une, c'est la vipère de la Tastéi, de la Taste, qui va se trouver au niveau du nord, au niveau du Rif, et la vipère monticola, qui est endémique, qui est rare, qui se trouve au niveau du moyen Atlas. Alors, ces 7 vipères seront responsables, en cas de morsure, du syndrome vipère caractérisé par un syndrome inflammatoire et des troubles hémorragiques.
La famille des élapidés est représentée par le cobra, donc facilement reconnaissable. Donc on va le trouver au niveau d'un triangle allant du Agadir vers Ouarzazate et l'Ayoun. Alors, la reconnaissance rapide et précise des serpents dangereusement venimeux à la suite de morsures de serpents est cruciale pour prendre des décisions appropriées concernant les premiers soins, l'évacuation du patient, le traitement spécifique, notamment l'administration de l'antibiotique, et ensuite de planifier des programmes de sensibilisation de la population rurale. Alors l'intérêt de l'identification était méconnu avant 2008 par les professionnels de santé et même par le Centre antipoison du Maroc. À partir de 2008, on a mis en place une stratégie de lutte contre les envenimations par morsure de serpents. Parmi les axes stratégiques qu'on a développés, c'est la reconnaissance des serpents venimeux responsables des morsures. Donc l'objectif, c'est de déterminer à partir d'une étude rétrospective de l'activité de l'identification des spécimens de serpents par le Centre antipoison les serpents venimeux responsables des envenimations. Donc c'est une étude rétrospective à visée descriptive sur une période de 11 ans allant de 2008 à 2018. Elle a concerné toutes les demandes d'identification envoyées au Centre antipoison. Alors, bien sûr, pour identifier, il fallait faire un partenariat avec l'Institut scientifique de Rabat, donc pour apprendre à reconnaître un petit peu, à identifier les serpents. Et puis, nous avons implanté un système d'information spécifique aux morsures des serpents avec recueil des données concernant les morsures et le serpent agresseur. Nous avons élaboré aussi un arbre décisionnel. Donc, au niveau de cet arbre décisionnel, vous allez avoir, parmi les choses qui ont été mentionnées importantes pour le praticien, c'est de prendre les caractéristiques, si le serpent est disponible, de prendre les caractéristiques du serpent et contacter le centre antipoison. Et puis, nous avons affiché au niveau du bas l'arbre décisionnel et les différentes espèces venimeuses et de contacter le centre antipoison si le serpent est disponible. Au niveau de la fiche de sensibilisation du serpent aussi, on a conseillé aux victimes, si le serpent est tué, mais on ne les encourage pas à attraper le serpent, de contacter le centre antipoison. Nous avons aussi formé les médecins sur la prise en charge et sur l'intérêt de l'identification des serpents au niveau des régions à risque. Il y a certains exemples de régions. Donc, l'identification des serpents agresseurs a été réalisée grâce à des photos qui sont prises par téléphone, qui sont envoyées au départ par email puis par WhatsApp, ou encore en ramenant l'animal mort au centre antipoison. La caractérisation a été réalisée par un toxicologue et la confirmation par le département d'herpétologie de l'Institut scientifique à Rabat. Et une fois, on a fait un rapport à un organisme international. Alors, les espèces formellement reconnues par un médecin ont été également enregistrées. Alors, les étapes d'identification, c'est la corrélation, la morphologie. Après identification, les serpents sont conservés, référenciés, et puis on a les étapes, alors les variables étudiées, c'est le nombre de serpents étudiés, les espèces venimeuses responsables, les familles, comment ça, on a trouvé la distribution géographique, les syndromes rapportés, les nombres d'envenimations fatables avec espèces identifiées. 143 spécimens de serpents ont été identifiés sur un total de 2703 de morsures notifiées, ce qui représente 5%. Alors, vous voyez, on a commencé par une identification, puis au fil des années, on commence à mieux identifier les espèces responsables. Donc, en moyenne, 13 identifications par an. Donc, dans 60%, l'identification a été faite par envoi d'images, dans 72% par le téléphone portable. Et dans 15%, le serpent tué a été ramené à l'hôpital, puis au centre antipoison pour identification. Et la confirmation a été faite par l'Institut scientifique dans 10%, et une fois, la confirmation a été faite par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Je réponds à la question posée au départ. Donc, 2 familles sont responsables des envenimations au Maroc. Ce sont les vipères, dans 93%, et les élapidés, heureusement, dans 6,3%. Alors, l'espèce Daboia mauritanica a été la plus responsable des envenimations au Maroc, dans 63%. Puis, nous avons la vipère à cornes, la Bitis aritens et l'Echis leucoganser. Dans un cas, nous avons la vipère latas et la vipère manticola. La répartition des espèces qu'on a identifiées géographiquement. Donc, en jaune, vous avez la Daboia mauritanica, donc on voit qu'elle est largement répandue au territoire marocain. En rouge, vous avez au niveau du sud-ouest du Maroc, c'est la vipère à cornes, donc on peut la trouver au sud-ouest et au niveau du sud marocain. En bleu, c'est la Bitis aritens. Vous allez au niveau du littoral, entre Essaouira, Tiznit, Agadir jusqu'à Tantane.
Et puis, par exemple, nous avons le Cobra, on l'a identifié dans 9 cas, c'est surtout dans la région des Essaouira et Marrakech, et c'est surtout l'apanage des charmeurs de serpents. Alors, le syndrome vipérin, bien sûr, c'est le plus fréquent. Alors, en cas de syndrome vipérin, le taux d'envenimation, c'est-à-dire les patients qui vont présenter des symptômes, il est de 93%. Donc, c'est très élevé. Donc, chaque fois qu'il y a une morsure par vipère, on va avoir des symptômes. Dans le syndrome cobraïque, dans la morsure par cobra, les patients vont présenter des symptômes dans 77%. Alors, Dabuya mauritanica, donc un petit détail, donc 97% auront un taux d'envenimation qui est élevé, 97%, les désordres hémostatiques dans 60%, et ils étaient responsables de 8 cas de décès, c'est-à-dire presque un patient sur 10, il va évoluer vers le décès. Donc, des exemples d'espèces de macrovipera qui ont été identifiés. Donc, vous avez des formes rougeâtres, pas très contrastées, là, en bas à gauche, des formes intermédiaires de couleur. Vous avez des cas graves d'envenimation par macrovipera. Donc, vous avez les crochets, par exemple. On peut avoir 2-3 crochets en même temps. Alors là, vous avez des images de Dabuya mauritanica qui ont provoqué des évolutions fatales. Donc, des exemples, par exemple, dans le cas numéro 2, c'est un enfant de 3 ans, malheureusement, qui est décédé après 15 jours d'hospitalisation. C'est un enfant de 3 ans, pardon. La vipère à cornes. Alors, la vipère à cornes, le taux d'envenimation, il est très, très important. Le taux d'envenimation, il est de 73%. Là, on a remarqué qu'il y a des problèmes d'accident vasculaire cérébraux avec cette vipère dans 5 cas. Dans 4, on présentait des problèmes AVC ischémiques. Donc, un exemple de vipère à cornes. Alors, on fait très attention à la vipère à cornes, même on va là des lésions à corps, des lésions de nécrose, mais il y a toujours des risques d'AVC. Bitis arietans, donc le taux d'envenimation est élevé. Un exemple d'envenimation par Bitis arietans, vous voyez les traces de crochets qui sont un peu séparées. Déjà, quand on va à cette distance entre les deux crochets, ça oriente vers la Bitis arietans parce qu'il a d'énormes crochets. Et vous voyez les lésions que le patient... Alors, 27 jours d'hospitalisation avec des séquelles après fasciotomie. L'Ichthyogaster, on l'a identifié dans 2 cas. Donc l'Ichthyogaster, il est caractérisé dans le 2e cas. Il a été caractérisé par des troubles hémorragiques qui sont prolongés pendant presque une semaine. Vipère de la tasse a été identifié dans un cas, c'est rare. Donc c'est un grade 2 œdème, donc au niveau de la région de Hussima. Monticola, la vipère à Monticola a été identifiée dans un cas. C'est une vipère qui est endémique. Au Maroc, nous n'avons pas beaucoup d'informations. Heureusement, l'évolution a été favorable. C'est une petite vipère de 10 cm. Le Naja, il a été responsable d'évolution fatale dans 3 cas. Donc, un exemple de cobra avec le syndrome cobraïque typique, il est neurotoxique. Alors, cette étude nous a permis d'abord de connaître les serpents qui présentent un intérêt médical au Maroc, les plus dangereux, qui sont Dabuya mauritanica, qui est largement répandue au Maroc, la Bitis arietans, la Cerastes cerastes, c'est un serpent qui pose des problèmes, surtout pour les AVC, et le Naja hajar, qui est mortel. Heureusement, on n'a pas beaucoup de cas parce que c'est un serpent qui est fluent. Alors, la vipère de la taste, c'est rarement a été impliquée dans les morsures, et la vipère à Monticola. Vipère à Monticola, c'est une vipère qui est endémique, mais nous n'avons pas beaucoup d'informations concernant ce venin. Alors, cette activité d'identification nous a permis connaissant les risques géographiques, de renforcer les actions de sensibilisation envers la population dans les régions à haut risque. Il nous a permis aussi d'acquérir un antivenin qui est dirigé contre la majorité de ces espèces qui posent aussi de problèmes. Bien sûr, cette étude doit être mieux exploitée sur les données. Il vous reste une minute. Une seconde. Une minute? Ah, très bien. Donc, je peux m'exprimer encore. Alors, nous avons beaucoup de données concernant, pour chaque espèce, 91 cas pour la Dabuya mauritanica. Donc, on peut exploiter les données concernant les caractéristiques cliniques évolutives de cette espèce et pourquoi pas travailler un algorithme pour les espèces qui présentent surtout un problème au Maroc. Et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Mohamed, d'avoir tenu dans le temps votre exposé. Foued. Donc nous allons maintenant inviter
M. Karim, qui va nous parler d'arbovirose, qui est dû à un virus qui a été découvert pour la première fois en Afrique, qui a transité. Premier cas autochtone d'arbovirose, dû au virus Usutu, en Nouvelle-Aquitaine, dans partie de l'Afrique du Sud, Italie, maintenant en France. Et donc, vous avez la parole pour 10 minutes. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, merci de nous donner effectivement l'opportunité de présenter cette investigation d'un premier cas autochtone d'infection à virus Usutu en Nouvelle-Aquitaine, donc une région française voilà, effectivement moins tropicale a priori ou moins exotique que les autres présentations à ce congrès. Donc c'est un travail qui a réuni en collaboration l'Agence régionale de santé, Santé publique France, les infectiologues du CHU de Bordeaux, le Centre national de référence et l'opérateur de démoustication de la région. Donc l'alerte nous est venue en octobre 2022 à la réception d'une déclaration obligatoire pour un cas de dengue, donc chez une patiente d'une 60aine d'années qui résidait en Gironde, et donc il y avait une sérologie dengue positive avec des immunoglobulines M isolées. Donc à l'interrogatoire du cas, on a effectivement confirmé son statut autochtone, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas quitté la région Nouvelle-Aquitaine, donc elle ne s'était pas rendue dans des zones d'épidémie ou d'endémie de dengue. Elle ne s'était pas non plus rendue dans des régions de métropole dans lesquelles étaient diagnostiqués des cas autochtones, en Occitanie, en PACA ou en Corse en 2022. Donc elle avait présenté au cours du mois de septembre un syndrome pseudo-grippal d'allure assez banale, avec une éruption cutanée, sans notion de gravité. Elle a été vue en ville par SOS médecin, puis son médecin traitant, voilà, sans orientation diagnostique vraiment précise, et la prescription d'une sérologie dengue a été faite un peu, voilà, on ne va pas dire par défaut, mais on n'a pas trop exactement les critères qui avaient amené à cette prescription. Elle rapportait également la notion d'une amie qui avait été malade à peu près en même temps, voilà, sans qu'on ait de précision à ce moment-là sur la symptomatologie. Elle avait été principalement, elle avait résidé dans les Landes sur sa période d'exposition, dans les 14 jours précédant le début des signes, c'est ce qu'elle nous déclarait à ce moment-là. Et donc dans ce cas-là, afin qu'il y ait une confirmation, on a fait envoyer le premier prélèvement au Centre national de référence et on lui a demandé de réaliser un second prélèvement pour voir s'il y a des immunoglobulines G en particulier apparaissaient. Donc ce cas représentait donc a priori le premier cas autochtone de dengue en Nouvelle-Aquitaine, ce qui aurait été aussi une émergence. Et donc il fallait du côté autorité sanitaire anticiper les actions à mener et se préparer au mieux s'il y avait confirmation du cas. Donc le 17 octobre, le Centre national de référence a rendu comme résultat une infection récente à flavivirus et à ce moment-là, sans distinction possible, sans diagnostic virologique précis possible, donc avec la présence d'immunoglobulines M et d'immunoglobulines G, mais voilà, sans qu'à ce moment-là, ils puissent préciser le virus. Donc les hypothèses qui pouvaient être avancées sur le virus en cause, en premier lieu, ça restait la dengue, en raison de la clinique, du contexte épidémiologique à l'automne 2022 en France, donc avec les cas autochtones rapportés en Occitanie et en PACA, et également, bien sûr, la présence du vecteur implanté depuis longtemps dans la région. La deuxième hypothèse qui paraissait la plus probable, c'était une infection à virus West Nile. Donc là également, en raison des signes cliniques, de la présence du vecteur, qui est le moustique ubiquitaire sur le territoire, le culex, et également parce que deux premiers cas équins d'infection à virus West Nile avaient été signalés en Gironde à peu près à la même période. Donc pour pouvoir avoir un diagnostic virologique précis, le CNR devait conduire donc une analyse de séroneutralisation qui prenait un certain délai pendant lequel il était quand même nécessaire de mettre en place certaines actions malgré l'incertitude sur le diagnostic.
Donc, comme je vous ai dit, un second prélèvement a été fait et envoyé au CNR, donc ce qui a pris un certain temps et qui peut expliquer aussi les délais au rendu des résultats et à la conclusion. On a à nouveau interrogé le cas. Donc, on a pu préciser qu'elle avait eu une vaccination contre la fièvre jaune dans les années précédentes. Elle n'avait pas d'antécédent connu d'infection par un autre arbovirus. Elle avait voyagé en Grèce au mois de juillet. C'était une zone de circulation du virus West Nile. Mais bon, le délai était quand même long entre son exposition potentielle et le début de ses signes. Et elle n'avait pas été transfusée ou transplantée dans les mois précédents. Elle a également précisé que pendant sa période d'exposition, elle avait séjourné aussi en Gironde, ce qu'elle ne nous avait pas dit au départ, donc ce qui multipliait les lieux d'exposition possibles et également les lieux d'enquête environnementale à faire. On a également interrogé l'ami qu'elle signalait comme malade, mais qui ne présentait pas du tout une symptomatologie évocatrice d'une infection à arbovirus. Donc, dans les mesures de gestion, il y a eu une sensibilisation des professionnels de santé sur cette émergence. Les médecins généralistes, mais hospitaliers, les médecins biologistes et les pharmaciens, donc soit par des contacts directs quand c'était des zones peu denses en médecins, soit via un envoi par l'ordre des médecins quand il y avait une densité médicale importante. On a également recherché les autres cas d'arbovirose qui avaient pu être enregistrés à proximité des lieux de vie de la patiente, dans l'idée éventuellement d'une chaîne de transmission autochtone. Il y a un seul cas de dengue qui avait été retrouvé, mais avec des délais incompatibles avec une transmission autochtone. À ce stade, il n'y a pas d'enquête porte-à-porte qui a été mise en place pour aller rechercher de manière active d'autres cas, sachant qu'on ne connaissait pas le virus en cause et qu'a priori, on n'avait pas d'autres cas. Donc, il y a eu également une communication grand public qui a été faite sous forme de communiqué de presse. Donc, dans les autres mesures de gestion ont été discutées les mesures de lutte antivectorielle, qui n'étaient pas forcément évidentes, sachant qu'on avait affaire à 2 vecteurs possibles qui ont des caractéristiques de vie différentes. Alors, les enquêtes entomologiques qui ont été réalisées ont retrouvé la présence des 2 vecteurs, que ce soit Aedes ou Culex, dans les zones fréquentées par le cas. Et il y a quand même eu plusieurs traitements adulticides et larvicides qui ont été effectués, malgré à ce moment-là l'incertitude sur le virus en cause. Et il y a également eu une information des référents hémovigilants de l'établissement français du sang pour une sécurisation des dons. Donc le dénouement de cette alerte est venu le 4 novembre, vous voyez, 6 semaines après le début des signes et près d'1 mois après la réception de la déclaration obligatoire, et le CNR a rendu qu'il s'agissait d'une infection récente à virus Usutu et que la patiente présentait également une dengue 2 ancienne, méconnue. Donc, en conclusion, finalement, en reprenant un peu l'histoire et les informations qu'on a pu colliger sur la région, ce n'est pas un diagnostic si improbable, puisque des cas d'infection à virus Usutu aviaire avaient été signalés au mois de septembre, en Dordogne, donc un département de la région, qui n'avait pas fréquenté le cas et qui n'est pas non plus tout près de ces zones de séjour. Donc, dans les actions que nous avons menées à la suite de cette confirmation, il y a eu un second communiqué de presse pour informer sur le diagnostic virologique exact. Et il n'y a pas eu d'autres mesures de gestion supplémentaires puisque l'infection est une impasse épidémiologique chez l'homme et que nous n'avons pas d'autres cas signalés. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que le virus Usutu, l'infection au virus Usutu, est une arbovirose émergente sur le territoire. Donc, c'est le second cas autochtone qui était décrit en France, le premier en Occitanie en 2016. Et ce cas symptomatique quand même, témoigne de la circulation du virus dans le réservoir aviaire et de l'extension de
son aire d'implantation. Donc ce signalement a nourri notre réflexion et notre intérêt sur un travail pluridisciplinaire donc pour approcher santé humaine, santé animale et santé environnementale dans une approche One Health. Et ça s'est matérialisé sous la forme d'un réseau de surveillance, de coordination et d'alerte du West Nile et du virus Ouzoutou en Gironde, réseau qui a trouvé toute son utilité, sa pertinence dès cette année, puisqu'il a été mis en action avec une vague épidémique d'infection à virus West Nile et également à Ouzoutou, que ce soit des cas humains, des cas équins ou des cas aviaires. Je vous remercie. Merci beaucoup Karim d'avoir tenu dans le temps, vous aussi. Donc nous allons à présent inviter Bouchaïb Achour, en visioconférence bien sûr, va nous entretenir sur l'encéphalite aiguë à Rickettsia, Connery, à propos d'une série de 15 cas. La rickettiose est aussi un vrai problème de santé publique dans certaines régions africaines. Est-ce que Achour est prête pour la communication? C'est bon? Ah, c'est une femme. Madame Achour, vous nous entendez? Madame Bouchaïd? Elle ne nous entend pas, apparemment. Essayez de cliquer à inviter. Madame Bouchaïb, vous êtes avec nous? Oui, elle est là. Hop. Sinon, on va passer la suivante. Oui, c'est mieux. Pierre, Bon. Pierre, pour ne pas perdre de temps, on va passer la suivante. Comme c'est, puis on la reprend après. On reprend en dernier. Allez, Ok. on prend... Donc, désolé pour ce désagrément. Donc, nous allons passer la parole à Madame Aïssatou de la Guinée-Conakry, qui va nous entretenir sur la recherche des patients vivant avec le VIH perdu de vue au centre de traitement ambulatoire de Donka. Nous sommes en Guinée-Conakry. Il faut bien mettre le micro. Expérience de la Fondation Espoir de Guinée. Là, celle-là, pour avancer. Madame Aïssatou, vous aurez donc 10 minutes pour nous faire l'économie de votre travail. Vous avez la parole, madame. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Monsieur le Président, avant tout, d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs de l'actualité du Pharo pour cette invitation me permettant de participer à cette brillante rencontre de haut niveau. Monsieur le Président, chers congrégistes, j'ai l'honneur de partager avec vous les résultats de notre projet intitulé « Recherche des patients vivant avec le VIH perdu de vue, expérience de la Fondation Espoir de Guinée-FEG, une association des personnes infectées et affectées par le VIH-Sida en Guinée ». Pour bien mener cette présentation,
Le plan suivant sera déroulé par une introduction, suivie de la présentation de la Fondation Espoir Guinée-FEG, puis le matériel et méthodes de notre intervention, les résultats obtenus, et nous finirons par une conclusion. En effet, malgré la multiplicité des sites de prise en charge et la gratuité du traitement antirétroviral en Guinée, la prise à vie du traitement engendre souvent la lassitude, le découragement responsable d'une augmentation de la proportion de patients perdus de vue. C'est pour cela que notre objectif était de rapporter notre expérience dans la recherche de patients perdus de vue suivis au centre de traitement ambulatoire de Donka. La Fondation Espoir de Guinée-FEG est une association de personnes infectées et affectées par le VIH-Sida. Elle est créée en 1995 et agréée en 2007. Présente au centre de traitement ambulatoire de Donka depuis 2008 et apporte son appui à la prise en charge dans les volets appui à l'observance, visite à domicile, recherche des patients perdus de vue, counseling pré- et post-test avant mise sous ARV, renforcement d'observance sur la charge virale détectable, mise en relation de PVVIH pour le mariage. Il s'agissait d'une étude transversale descriptive sur une durée de 24 mois, allant de janvier 2021 à décembre 2022. Nous avons inclus tout patient sous traitement ARV n'ayant pas donné de nouvelles 3 mois après la date de leur dernier rendez-vous. Pour chaque patient, nous avons recherché les motivations par un appel téléphonique. Quels sont les résultats auxquels nous sommes aboutis durant la période? Nous avons identifié 785 patients sur une file active de 5 379 patients, soit 14,5%. Parmi lesquels, 109 patients étaient injoignables, dont 17 numéros mal consignés. Ainsi, 676 patients ont été appelés par la téléphonie, 24 décédés rapportés par le confident, 130 voyages imprévus d'un endroit à un autre. À cause des coûts élevés des examens biologiques, 22 patients. 158 patients ont raté leur rendez-vous suite à une surveillance rapprochée et stressante de leur conjoint. 121 patients manquent de moyens financiers pour se déplacer afin de respecter le rendez-vous prescrit. 58 décès d'un proche suite à instabilité familiale. 28 patients, accidents de voie publique. Chez 12 patients, le divorce a impacté le respect de rendez-vous prescrits. 99 patients utilisent des médicaments traditionnels à la place des ARV. 25 patients transférés sortants, 19 patients refusent de collaborer au téléphone, 9 estimés être guéris de l'infection par le VIH. Nous avons pu réinitialiser 437 patients au traitement et 149 ont promis de revenir pour une réinitialisation au traitement. Pour conclure, le PVVIH perdu de vue impacte négativement l'atteinte de 3,95 de l'ONU-SIDA pour mettre fin à cette épidémie. Les facteurs associés doivent être identifiés dans une étude ultérieure afin de réduire la prévalence de perdu de vue dans notre corps. Pour finir, j'aimerais remercier tous les personnels de l'hôpital du jour de Donka en Guinée et je remercie également les partenaires techniques et financiers qui nous ont promis, qui nous ont permis d'être parmi vous. Ensemble, nous vaincrons le sida. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Aïssatou. Nous avons fait l'économie de 5 minutes. Nous allons donc les utiliser pour la discussion. Nous allons repartir. Elle n'est pas là. Bon, on va commencer la discussion. OK, merci beaucoup. Donc, nous allons appeler les intervenants. Si vous pouvez nous rejoindre ici pour 10-15 minutes. Ben, on a jusqu'à 15 minutes. Pour 20 minutes donc d'échange, de discussion, contribution.
Alors donc, nous allons ouvrir donc... Oui, des questions. La liste des questions. Questions, oui. Ah, Dominique. Les questions. Une question brève, j'ai peut-être raté l'information, c'est pour Monsieur Chafik. Est-ce que les antivenins, vous avez un antivenin polyvalent pour les vipéridés ou vous avez des antivenins spécifiques suivant les... Si vous avez réussi à identifier l'espèce précise? Alors l'antivenin... Le micro. Oui. Alors le Maroc, l'Institut Pasteur du Maroc a arrêté la production depuis 2001 des antivenins. Ce n'est qu'en 2012 qu'on a pu importer des antivenins. Donc en premier, c'était par des laboratoires européens. Je vais pas... Alors il était polyvalent, mais pour 3 espèces marocaines. Mais du fait que depuis 2015, il y a eu une pénurie internationale sur la production des antivenins. Même nos collègues des régions subsahariennes, ils ont trouvé beaucoup de problèmes concernant la disponibilité. Donc à partir de 2015, on a importé, connaissant les espèces responsables des morsures au Maroc, on a opté pour un antivenin de l'Amérique qui est importé, qui est polyvalent et qui est dirigé pour la majorité des espèces marocaines, pour les vipéridés et pour le cobra. Bien sûr, quand on l'a importé sous ATU, donc on était obligé de suivre son utilisation au niveau des hôpitaux par des courriers ministériels que tous les hôpitaux doivent donner un feedback sur son utilisation pour voir l'efficacité et la tolérance. Jusqu'à maintenant, nous avons fait déjà une étude sur 555 cas qui ont reçu l'antivenin polyvalent. Donc, dans 76%, il y a amélioration de l'hémostase. La tolérance, elle est bonne. Donc, les effets secondaires, ils sont rares, même les chocs anaphylactiques. Donc, on continue à utiliser cet antivenin polyvalent pour le Maroc. Merci. Voilà, donc, professeur, vous pouvez annoncer que... Oui, le professeur Ayed est en ligne déjà. Nous allons interrompre cette série de questions pour suivre sa communication. Et nous y reviendrons pour des questions. Voilà, elle a 10 minutes et on fera les questions après. Professeur Ayed, si vous êtes là, nous vous accordons donc 10 minutes pour... Oui, bonjour, oui. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parfait, très bien. Alors, merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Désolée pour ce désagrément qui est involontaire de ma part. Donc, je suis infectiologue au CHU Tizi Ouzou en Algérie. Je suis très ravie, comme toujours, de participer au congrès du Pharo. Je remercie vivement les organisateurs de nous avoir donné cette opportunité de participer par visioconférence. Donc là, il s'agit des résultats d'un travail qui concerne la fièvre boutonneuse méditerranéenne, et plus particulièrement une forme atypique, à savoir l'encéphalite aiguë, et c'est une étude à propos de 15 patients. Je n'ai pas de lien d'intérêt potentiel à déclarer. Donc, la fièvre boutonneuse méditerranéenne est une zoonose due à Rickettsia connorei. Elle a la réputation d'être bénigne, mais elle est potentiellement grave, voire létale, 3 à 7% de létalité. L'atteinte neurologique se voit notamment dans les formes graves, dans 28% environ, et le pronostic est ainsi assombri, donc bien entendu par ces signes neurologiques. Les manifestations extracutanées et en l'occurrence neurologiques. Professeur Ayed, s'il vous plaît, pouvez-vous nous partager votre écran, s'il vous plaît? Bien sûr. Pardon, je pensais l'avoir fait. Alors, C'est parfait. normalement, oui, merci à vous. Je disais donc que
que l'objectif de l'étude est de décrire les aspects cliniques et thérapeutiques de 15 cas de fièvre boutonneuse avec atteinte encéphalitique. C'est une étude prospective avec une analyse descriptive des cas qui a concerné 15 patients atteints d'une encéphalite aiguë à Rickettsia Connery, pris en charge au CHU Tizi Ouzou durant une période de 4 ans, de 2015 à 2018. La certitude diagnostique a été apportée par la PCR et par la sérologie immunofluorescence indirecte. Et les preuves radiologiques, notamment l'IRM cérébral et l'électroencéphalogramme, ont été établies pour la totalité de nos patients. Quels sont les résultats de l'étude? Les patients qui présentent une atteinte encéphalitique sont principalement des hommes, 87% dans l'ensemble des cas, avec un âge médian égal à 37 plus ou moins 7-8 ans. Des comorbidités ont été retrouvées dans notre série, dans 73% des cas, et il s'agissait surtout de diabète dans 40% des cas. Alors, les cycliques que nous avons pu observer, alors il s'agissait surtout donc la totalité des patients ont présenté de la fièvre, une fièvre élevée à 40 degrés avec une éruption cutanée, et la majorité ont présenté des céphalées, dans 87% des cas d'ailleurs, et une méningite lymphocytaire dans 47% des cas. Alors, il s'agit là d'une image montrant une éruption maculopapuleuse, mais on notera que la plupart de nos patients ont présenté une éruption à type de purpura, ce qui est fréquent dans les formes graves. Là, il s'agit d'une image montrant 2 escarres d'inoculation retrouvés chez un de nos patients. Les signes encéphalitiques objectivés sont divers. Il s'agissait surtout de convulsions tonico-cloniques généralisées dans 33% des cas. Des troubles de la conscience ont été notés chez 27% des patients, ainsi qu'une ataxie cérébelleuse. Il s'agissait d'une encéphalite isolée dans plus de la moitié des cas, 53% des cas, d'une encéphalite associée à une pneumopathie dans 27% des cas environ. Cette encéphalite était intégrée dans une forme maligne polyviscérale dans 27% des cas et associée à un état de choc chez un seul de nos patients. Alors, la PL a montré une méningite lymphocytaire avec pléocytose dans 47% des cas. Une souffrance cérébrale diffuse a été objectivée à l'EEG chez 73% de nos patients. Et des images d'encéphalite ont été notées à l'IRM cérébral dans 27% des cas. Il s'agit là d'une IRM cérébrale qui montre donc une atteinte temporale chez un de nos patients. L'antibiothérapie était d'emblée une doxycycline dans 70% des cas environ, suivie par les fluoroquinolones et enfin par les phénicolés. Et vu la non-disponibilité de la doxycycline injectable dans notre pays, nous avons fait appel à la doxycycline par voie pérosse qu'on a dû, dans 50% des cas, associer à un autre antibiotique, soit une fluoroquinolone, soit à un thiophénicol par voie injectable. La durée moyenne du traitement était de 7 plus ou moins 8 jours. L'évolution a été dans l'écrasante majorité des cas favorable sans séquelles. Elle était favorable avec des séquelles dans 13% des cas et un seul cas de décès a été déploré. Les séquelles qui ont été retrouvées sont un type d'épilepsie chez un patient diabétique, mal équilibré, des troubles mnésiques également chez un autre patient de 62 ans. Et le décès qui a été objectivé a été observé chez un patient qui a présenté une FBM maligne polyviscérale. Il avait 72 ans et il était diabétique, mal équilibré. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de notre étude? Eh bien, bon, on va dire que dans la grande majorité des cas, la fièvre boutonneuse méditerranéenne est bénigne, mais elle est potentiellement grave et mortelle. Nous l'avons vu dans notre étude. Des complications graves peuvent survenir au cours d'une fièvre boutonneuse méditerranéenne, une insuffisance rénale aiguë, une myocardite, une thrombopénie, mais l'atteinte neurologique survient dans 28% des formes graves. Peu de publications, j'ai retrouvé peu de publications qui font trait à l'encéphalite dans la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Nous avons pu trouver la très intéressante étude à Oran en Algérie de Moufok qui, sur une série de 167 cas de FBM, a retrouvé 22 cas d'encéphalite. Une autre étude également en Tunisie a objectivé 3% de cas d'encéphalite parmi une série de 403 cas. Une autre étude tunisienne également, là, les cas d'encéphalite sont plutôt rares puisqu'il y avait 4 cas seulement. Alors, les facteurs de risque de gravité que nous avons retrouvés qui sont corroborés par l'ensemble des publications sont l'âge avancé, l'immunodéficience, le diabète, l'alcoolisme. Et dans notre étude, nous avons noté que le diabète était retrouvé dans 40% des cas. C'est vraiment très significatif. Il a probablement contribué à la gravité du tableau clinique à l'apparition des signes neurologiques. Les critères de diagnostic de l'encéphalite, c'est la présence d'au moins 2 des éléments suivants:
fièvre, coma, convulsions ou autres signes neurologiques, pléocytose du LCS et résultats de l'EG ou de l'imagerie cérébrale en faveur d'une encéphalite. Dans notre étude, l'encéphalite s'était intégrée soit dans un tableau d'atteinte polyviscérale, soit dans une forme quasi monosymptomatique de la maladie, et elle s'observait avec une grande fréquence au cours de la deuxième semaine suivant le début de l'infection. C'est ce que nous avons pu constater également dans la majorité des publications. Le traitement préventif avant la confirmation diagnostique reste la doxycycline qui reste le traitement de choix. À raison de 200 mg par jour pendant une durée de 7 jours, 5 à 7 jours, mais dans les cas graves, un traitement plus prolongé peut être nécessaire. Les macrolides, les nouveaux macrolides sont proposés, sont des alternatives chez la femme enceinte. Et concernant les fluoroquinolones, eh bien, ça reste un sujet de débat puisque pour certains auteurs, il reste quand même préconisé dans les cas de forme grave, surtout neurologique ou dans les cas d'allergie ou quand il y a une contre-indication. Pour d'autres auteurs, on préfère les éviter en se basant sur un travail qui a été réalisé par Botello-Nevers et qui avait d'ailleurs montré que ce traitement, le traitement par les fluoroquinolones, est associé à une évolution vers les formes sévères de la fièvre boutonneuse méditerranéenne. L'évolution, elle est souvent grave, elle est émaillée de complications, de séquelles également à plus ou moins long terme et de décès, et nous avons également pu constater ça dans notre série. Donc, pour conclure, on dira que la fièvre boutonneuse méditerranéenne reste classiquement bénigne. Elle peut se manifester par des complications graves engageant le pronostic vital, en l'occurrence l'encéphalite aiguë, qui peut entraîner de lourdes séquelles à long terme, mais aussi le décès, et que les signes encéphalitiques peuvent distraire le diagnostic, surtout lorsque l'éruption cutanée n'est pas très visible, elle n'est pas très nette, quand il n'y a pas d'escarre d'inoculation. Et par conséquent, la connaissance des manifestations par les cliniciens est fondamentale, afin justement de permettre un diagnostic précoce, un traitement approprié afin d'éviter l'issue fatale aux patients. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Hayé. Vous restez avec nous pour la série de Bien sûr. D'accord, merci. Nous n'avons pas eu la chance de parcourir toutes vos diapositives. Qu'à cela ne tienne, nous allons rester ensemble pour la série d'échanges, questions, suite aux intervenants. Donc nous allons devoir avoir 10 minutes. Bonjour, René Migliani, retraite du service de santé. Je voudrais poser une question à M. Karim, qui nous a exposé le cas d'infection à Ouzoutou, un virus Ouzoutou. Ça s'est passé au Bouscaï, à le parc bordelais. Et il y a des canards, je crois, dans le parc bordelais. Est-ce que ça a été investigué? Est-ce qu'on a trouvé des traces de quelque chose? Si on a fait quelque chose sur les canards, je ne sais pas. Alors, à ce moment-là, je ne pense pas qu'on ait étudié le parc bordelais spécifiquement. Oui, on a étudié les lieux fréquentés. Donc, il y avait son domicile, il y avait le golf, par exemple. Il y a des restaurants. Enfin, elle a été aussi à Codéran, commune à côté, voilà, où elle a dîné. Bon, là, on a fait l'enquête entomologique classique autour d'un cas d'arbovirose, et les traitements ont été faits dans les périmètres qui sont définis. Voilà, 150 mètres pour le Aedes, 300 mètres pour le Culex. Il n'y avait pas eu à ce moment-là d'enquête entomologique plus large ou d'enquête aviaire plus large, voilà, pour retrouver s'il y avait effectivement des cas d'Ouzoutou ou de West Nile dans la vie faune. C'est plus le travail qui a été conduit là sur 2023, où il y a effectivement des études à la fois chez le cheval, chez l'oiseau, l'oiseau sauvage ou même des oiseaux de captivité, enfin dans un zoo en l'occurrence, et puis aussi des études chez le chien. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont en cours, des études de séroprévalence. Donc voilà, les résultats seront publiés, mais voilà, c'est en cours. Après sur le Culex, il se déplace quand même beaucoup, donc c'est vrai que quand on sait qu'il y a à proximité des zones de nichage, c'est vrai que c'est intéressant, mais on ne va pas forcément chercher systématiquement dans ces zones-là. Bonjour, Pierre Marty, professeur émérite de parasitologie à Nice. Une question pour notre collègue marocain, M. Chafik, une question de la part de quelqu'un qui fréquente souvent Marrakech. Les serpents des charmeurs de la plage d'Emaefna, les Najas,
ils sont inoffensifs ou ils peuvent encore faire des dégâts? Alors, je vais vous expliquer. Oui. Alors, vous parlez du naja. Oui. Alors, les serpents qui existent au niveau de la place Gemena, il y a presque 3 familles. Il y a la famille des vipères. Donc, on a ils ont la Bitis aretens, la Macrovipera mauritanica. Alors, ils ont aussi le cobra. Ils ont des couleuvres inoffensives, mais ils ont aussi la couleuvre de Montpellier. D'accord? C'est-à-dire l'emplacement des crochets. Alors, ils sont, oui, à l'intérieur de la gueule. Donc, alors, très bien. Généralement, ce n'est pas très grave. Mais, alors, effectivement, cette question m'a été posée dans un congrès. Je ne savais pas la réponse. Est-ce que vraiment c'est dangereux, oui ou non? Mais on nous a notifié au centre anti-poison des cas de charmeurs de serpents qui sont décédés suite à une morsure de serpent au niveau de la place de Jamefna. Ils ont été mordus au niveau de la place de Jamefna, référés à l'hôpital, puis décédés surtout le naja. Et puis, je vais vous dire qu'un jour, nous devrions avoir des serpents pour la collection du centre anti-poison et nous avons pu acquérir certains cobras. Cobra est une espèce de Macrovipera ebitis aretens. Donc, on les a récupérés, bien sûr, morts. On les a examinés au niveau de l'Institut scientifique et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a absence de crochet. Absence de crochet et des mâchoires, des gencives qui sont tout à fait malades, des serpents. Donc, malheureusement, ils arrachent les crochets, mais il y a toujours des risques. Même si on arrache des crochets, il y a des crochets accessoires, donc il y a un risque d'envenimation. Et effectivement, on a eu des cas d'envenimation après qu'on a arraché les crochets. Donc, naja, cobra, c'est synonyme. Ceux qui font oui, ouais. Naja, oui, oui. Et souvent, ils n'ont pas de crochet. Oui, mais on ne va pas dire que tous les serpents n'ont pas de crochet, mais peut-être qu'il y a d'autres qui travaillent avec des serpents avec des crochets, mais il y a des risques, avec crochet ou sans crochet. Merci. Merci beaucoup. Oui. Pardon. Nous n'avons pas de serpent cracheur au Maroc. Cobra cracheur, nous ne l'avons pas. C'est une espèce. Oui, Jean-François Fauché, CHU de Limoges. J'ai une question pour Dr Tararbit. C'est à propos donc, c'est plus un commentaire. Moi, j'avais bibliographié sur le sujet et j'avais appris il y a quelques années que le virus Ouzoutou, il est endémique dans la faune aviaire en Europe de l'Ouest, en gros, et que tout l'hexagone est englobé là-dedans et qu'à tout moment, des corbeaux peuvent décéder du virus Ouzoutou. Et moi, mon hypothèse, c'est qu'on découvre un cas parce qu'on recherche davantage des arbovirus depuis quelques années. Et ça serait probablement passé inaperçu il y a 10 ans, la même histoire. Voilà. Ça, c'est un commentaire. Et j'ai une question. Alors, c'est pour le docteur Hayet. Quelle est la place des traitements de la fièvre Q dans la prise en charge des encéphalites à liquide clair et avec un liquide lymphocytaire? Puisque ici, par exemple à Limoges, quand on prend en charge une encéphalite, si c'est pas quelqu'un qui revient de voyage, on va dire allez, on va prescrire de la cyclovir pour l'herpès, de l'amoxicilline si c'était une listériose, mais on n'a pas de traitement actif contre la coccyllose. Comment ça se passe dans la prise en charge des encéphalites à Tizi Ouzou? Professeur Hayet, vous avez la parole. Oui, bien sûr. Alors, concernant les encéphalites, et lorsque surtout il y a une méningite, bien sûr, à liquide clair qui est associée, nous agissons par priorité en matière de fréquence. Ici en Algérie, alors c'est surtout les méningites virales, les méningoencéphalites virales, qu'on ne traite pas systématiquement. Lorsqu'il s'agit de méningoencéphalites effectivement herpétiques, il s'agit de la cyclovir. Quand on a une éruption cutanée qui oriente vers l'érikétiose,
tuberculose, nous avons la panoplie de molécules que nous avons vues ensemble, mais en matière de fièvre Q, alors en Algérie, nous n'avons pas eu cette problématique puisque nous n'avons pas, il n'y a pratiquement pas de fièvre Q en Algérie. Et donc, nous n'avons pas du tout pris en charge ce genre de malade. Et les seuls patients que nous avons, pour lesquels nous avons eu des difficultés, c'est quand il y avait, quand on avait un diagnostic différentiel qui se posait entre la méningoencéphalite à l'hystéria ou la méningoencéphalite tuberculeuse chez les sujets immunocompétents, puisque chez les sujets immunodéprimés, c'est une autre histoire. Mais pour la fièvre Q, à Tizi Ouzou, nous n'avons jamais noté de cas de fièvre Q, et donc nous n'avons pas eu cette problématique à gérer. Voilà. Je peux simplement vous répondre à votre commentaire, professeur Fauché. Simplement, effectivement, on est tout à fait d'accord qu'on trouve ce qu'on cherche, hein, et qu'il n'y aurait pas eu cette prescription de sérologie qui a été faite un peu fortuitement. Il faut, ce qu'on a compris, hein, c'est plutôt l'infirmière préleveuse qui a dit bah, si on rajoutait la sérologie dingue, puisqu'il y a des cas dingues. Systématiquement entre le mois de mai et le mois de novembre en Nouvelle-Aquitaine, devant des fièvres qui sont pas bien étiquetées. Oui. On peut effectivement faire une recherche. Ça n'a pas toujours été. Oui. Une question ? Ok, merci Monsieur le Président. Je suis Baba Sangaré, sous-directeur à la direction médico-sociale au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Je suis heureux aussi de partager avec mon ami Milleri que je suis premier adjoint au maire de mon village, à Mirignan, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Aïssatou, la problématique du VIH reste un problème de santé publique. Vous avez évoqué beaucoup de problèmes concernant les patients qui sont suivis. J'ai résumé un problème de rétention dans les soins. Est-ce que vous avez expérimenté l'éducation thérapeutique et puis l'implication des confidents ou des conjoints dans l'accompagnement psychosocial de ces VIH-là, afin d'améliorer le taux de rétention dans les soins et la qualité de vie de nos patients? Je vous remercie. Un commentaire. Hein? Elle prend ça comme un commentaire, une contribution. Oui. Ah. Oui, moi j'ai une question pour Aïssatou. Dans les perdus de vue, est-ce qu'il y a une analyse qui a été faite sur la part des couples discordants? Est-ce que les couples discordants sont plus facilement perdus de vue? Est-ce qu'un des conjoints dans un couple discordant est plus perdu de vue que dans des couples où il n'y a pas de discordance, par exemple? Merci, M. Milleri. En fait, les couples siro-différents, presque on n'a pas de perdu de vie à ce niveau. Parce que là, quand madame ne vient pas, il y a monsieur qui vient se approvisionner du traitement. Donc, à ce niveau, c'est presque... Ah non. Ouais. Merci. Oui, on va s'arrêter. On peut faire la synthèse de cette session. Oui. Donc, on remercie les orateurs. Nous avons eu droit à 5 communications, dont les 2 premières ont porté sur la maladie tropicale négligée en lien avec les envenimations. Il ressort donc de la communication de la RCA que les stratégies de lutte et de contrôle contre les envenimations sont inexistantes en RCA, contrairement au Maroc, où il y a des problèmes de reconnaissance rapide et précoce des cas d'envenimation. Il ressort également de la première communication que la surveillance est faite à base communautaire en lien avec les envenimations. On peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a eu des enquêtes de perception communautaire au vu de ces cas d'envenimation? Parce que pour y adhérer, il va falloir comprendre. Donc là, en RCA aussi, il y a des soucis. Ils ont parlé de l'efficacité des soins traditionnels. Mais est-ce que tous les cas d'envenimation ont été prouvés? Est-ce que ce n'étaient pas des cas de morsure en lien avec des serpents non venimeux? Et quand on administre un traitement traditionnel, on a comme l'impression que ça marche, comme avec le charaban chez nous au Congo. Mais en réalité, il n'y avait pas eu venin. On croit avoir détruit le venin, puisque la seule alternative thérapeutique reste l'immunisation, en fait. Donc, il va falloir donc repréciser cela. Donc, pour l'arbovirose avec
le cas du virus Usuto, on comprend bien qu'il y a eu un problème d'itinéraire diagnostique d'arbovirose et un retard diagnostique. Ça aurait été une maladie aussi grave, on aurait dû perdre le temps dans le délai de prise en charge et les mesures de riposte. Donc là également, avec le réchauffement climatique, les moustiques peuvent quitter l'Afrique pour venir en Europe. Il faut que tous les pays s'apprêtent à des mesures de riposte efficaces et efficientes, parce qu'on ne sait jamais, avec le réchauffement climatique, un jour on aura des épidémies de paludisme en France, par exemple. Il va falloir que déjà on prenne en compte ces aléas. Pour Aïssatou, il y a la recherche des perdus de vue. En lien avec l'infection à VIH, il se pose un vrai problème. C'est peut-être les stratégies de mise en route du traitement antirétroviral. Est-ce que les patients qui ont été mis en sous traitement antirétroviral ont été tout prêtes pour démarrer le traitement? L'OMS dit dépister, traiter, mais il va falloir d'abord se rendre compte si le patient infecté est prêt pour recevoir le traitement antirétroviral. Sinon, il finira par l'arrêter. Et deuxième aspect, c'est l'approche communautaire, comme on a dit. Il va falloir impliquer les parents proches du patient pour un suivi efficace et efficient du traitement antirétroviral. Sinon, on aura toujours en Afrique des problèmes d'arrêt de traitement et du coup, il y aura donc non-atteinte des objectifs assignés par l'OMS, à savoir les 3,95%. Et en lien avec le professeur Ayer, on retient qu'il se pose un vrai problème de diagnostic des éruptions cutanées fébriles avec signes neurologiques. Diagnostic différentiel des méningites aussi lymphocytaires. Il va falloir avoir des algorithmes un peu plus précis pour arriver à faire la part des choses. Donc, ainsi dit, donc, nous remercions une fois de plus les organisateurs de nous avoir accordé l'opportunité de présider cette session, qui était une session de santé tropicale. Merci aux orateurs. Nous cédons donc la parole aux organisateurs pour la poursuite des travaux. Merci. Voilà, merci.